Pendant que les dernières collègues s'assoient, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez vu les petites graines de folie? Alors, c'est quoi ces graines de folie? Ah oui, ce sont des roses trémières, parce que des collègues sont passés nous voir pour nous dire, mais qu'est-ce que c'est que ces graines de folie? Alors, les roses trémières, elles sont capricieuses. Elles ne poussent que là où elles souhaitent pousser. Donc, nous vous invitons à tenter votre chance, à les disséminer un peu partout en France, un peu de graines de folie partout. Et j'ai mon équipe, l'équipe du comité d'organisation, qui vous demande gentiment, mais fermement, merci, de réutiliser vos verres le plus possible aujourd'hui, parce qu'ils partent à toute vitesse, nos gobelets. Et c'est juste, voilà, histoire. Dans une démarche éco-responsable, réutilisez vos gobelets. Je vous remercie beaucoup, au moins pour la matinée, le même gobelet, ou si possible un peu plus. Mais après, je comprends que ce soit difficile, on ne va pas le cacher sous sa chaise, quoi. Merci beaucoup. Alors voilà, on vous invite à regagner vos places. On va enlever les ici, là. Hop. Si, c'est bon, vous pouvez vous asseoir. Non, c'est terminé. Ici, oui. Tu veux dire quoi? Ah. Alors, bon, écoutez, nous avons une demande d'une collègue. Bonjour, si les collègues du CIO de ce nom sont dans cette salle, qu'elles viennent me voir. Je suis en mission reportage de la part de Gwendoline. Voilà, si vous avez d'autres messages à faire passer, petit à petit alors. Bien, merci beaucoup. Alors, nous avons le grand plaisir d'accueillir ce matin Claude Olivier Doron. Alors, j'ai préparé une petite présentation quand même. Avant d'oublier aussi, je tenais à vous dire que, étant donné que vous êtes environ 300 dans cette salle et 200 dans la salle Charline Picon, et que nous souhaitions aussi accueillir au mieux les congressistes de la salle Charline Picon, nous avons organisé un WooClap. Vous connaissez le WooClap? Le WooClap, en fait, il flash et elle flash un QR code et ils pourront poser des questions qui seront retransmises sur l'ordinateur de notre collègue Julie. Et nous aurons le plaisir d'entendre aussi les questions. Pas toutes, hein, pareil, on ne pourra pas entendre forcément tout le monde à chaque fois. En fonction des demandes, on sera obligé de réduire notre voilure. Mais voilà, donc nous n'alternerons pas parce que ça ferait beaucoup d'allers-retours. Mais par contre, on vous écoutera. On écoutera vos questions. Monsieur Doron, vous serez invité à y répondre. Puis ensuite, nous aurons quelques questions aussi de la salle Charline Picon. Je vous remercie. Et donc, je présente notre premier conférencier de ces JNE qui a accepté donc d'introduire ces conférences aujourd'hui, Claude Olivier Doron. Alors, Claude Olivier Doron est maître de conférence à l'université Paris-Cité. Alors, on dit Paris-Cité, Paris-Descartes? On dit juste Paris-Cité. Voilà, c'est ça. C'est tout, enfin voilà, c'est rejoint. Et il est rattaché au laboratoire Sphère HISS, donc Sciences, Philosophie, Histoire de l'Institut des Humanités, Sciences et Sociétés. Il a été directeur du département Histoire et Philosophie des Sciences de l'Université Paris-Cité et il est membre du comité éditorial des cours et travaux de M. Foucault, de Michel Foucault. Actuellement, les travaux de recherche de M. Doron portent plutôt sur l'histoire de longue durée de la notion de race et sur les débats actuels autour des rapports entre race, ascendance et génétique. Il a travaillé à la fois sur l'histoire de la psychiatrie, les rapports entre psychiatrie et justice, notamment les prises en charge d'auteurs de violences sexuelles. Et il a par ailleurs travaillé pour Médecins du Monde dans le cadre de la mise en place d'un dispositif de réduction des incarcérations pour les personnes avec des troubles psychiatriques sévères et sans domicile fixe. Bon, en ce qui me concerne, je suis entrée dans vos travaux, Monsieur Doron, par la porte de la santé mentale. Et j'ai découvert votre article, L'émergence du concept de santé mentale dans les années 1940-1960, genèse d'une psychopolitique. Et nous trouvions indispensable de vous amener aujourd'hui à introduire ces 3 journées de conférence en créant un pont entre l'histoire de ce concept et bien sûr les enjeux qui entourent ce concept. Nous vous remercions sincèrement de votre présence
Et je vous laisse à présent la parole pour votre conférence intitulée Une généalogie critique de la santé mentale. Toujours pas? Et là, oui, parfait, très bien. Bon, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation, pour cette présentation, et un grand merci pour l'accueil, d'abord, hein, et l'organisation de ces journées. Je suis ravi d'être ici. Alors, je vous le dis tout de suite, j'arrive directement du Brésil, donc j'ai un jet lag particulièrement fort. Pour moi, il est 5 heures du matin. Donc, j'espère ne pas être un peu obscur ou un peu vaseux. Et voilà. Comme vous le voyez, donc, la présentation s'intitule Une généalogie critique de la santé mentale. Elle va avoir deux objectifs. Un premier objectif, un premier moment qui va être plutôt de vous présenter un certain nombre d'enjeux problématiques aujourd'hui autour de la notion de santé mentale, et un second moment qui va être le cœur de mon intervention, qui est plutôt sur les aspects historiques, c'est-à-dire d'où vient cette notion de santé mentale, à partir de quand est-ce qu'elle s'est imposée dans les politiques publiques, et les problèmes qu'elle pose de ce point de vue-là quand on revient aux racines en fait, de cette notion. Ce sera une approche critique, je vous le dis tout de suite. J'espère ne pas vous donner, pour filer les métaphores, entre le mal de mer et le vague à l'âme, mais en tout cas, elle a pour objectif d'amener un certain nombre de questions et d'interrogations pour la suite. Alors, pourquoi est-ce qu'il convient, il est utile de se pencher sur cette notion de santé mentale et son histoire de manière critique? D'abord parce qu'il s'agit d'une notion qui est omniprésente aujourd'hui dans l'espace public. On ne compte plus les appels à mieux prendre en compte les effets de tel ou tel phénomène, que ce soit les relations de travail par exemple, le changement climatique, l'exposition à Internet, la précarité, etc., sur la santé mentale de telle ou telle population, que ce soit les jeunes par exemple, les seniors, les migrants, etc. Depuis un certain nombre d'années, par ailleurs, et notamment en France depuis les débuts des années 90, la santé mentale est aussi devenue une catégorie clé de l'action publique, avec la mise en place de plans de santé mentale, hein, de politiques de santé mentale et l'organisation d'un dispositif de santé mentale. Elle fait aussi l'objet, la santé mentale, depuis moins longtemps, d'un marché privé extrêmement florissant, avec de nombreuses applications, des techniques variées qui vont de la sophrologie au coaching et qui proposent des outils pour prendre soin de votre santé mentale. Et enfin, elle est aussi pour certains un levier d'action politique pour porter des revendications, par exemple sur la lutte contre la souffrance au travail, la lutte contre la précarité et l'exclusion, et tout un ensemble de groupes adoptent de fait, pour se faire entendre aujourd'hui, le langage de la santé mentale pour porter un certain nombre de causes politiques. D'un autre côté, cette notion de santé mentale, c'est une notion qui est profondément floue, ambiguë, et cependant, et c'est sur cet aspect que j'insisterai, loin d'être neutre, loin d'être neutre, hein. Loin d'être neutre dans ce qu'elle présuppose et dans ses effets politiques. Alors, flou et ambigu, je le dis tout de suite, la notion de santé mentale, c'est ce que Claude Lévi-Strauss appellerait un signifiant flottant. La formule est assez belle, hein, de ce point de vue-là. Et ce flou, il est essentiel depuis l'origine même de la notion à son succès. Parce qu'il permet de faire en sorte que des acteurs très différents, avec des agendas qui sont parfois contradictoires, avec des cultures professionnelles qui sont aussi contradictoires, puissent converger sur un même référent flou, justement, qui est la santé mentale. Hein, on vous a parlé tout à l'heure de complémentarité, l'importance de la complémentarité. C'est un élément essentiel depuis le départ, on y reviendra, sur la mise en place d'un dispositif de santé mentale. Autrement dit, la santé mentale, depuis qu'elle a émergé, comme objet de politique publique, elle vise à fédérer et à réunir des acteurs très divers au nom du fait que tous travailleraient à améliorer, à préserver cette chose étrange qui est la santé mentale des personnes. Mais, et c'est le point, je l'ai dit, sur lequel je vais insister, ce flou, en fait, ne doit pas masquer, en fait, que la notion de santé mentale renvoie à tout un ensemble de présupposés, qu'elle a tout un ensemble d'effets politiques qui sont inhérents au fait même de formuler un certain nombre de problèmes politiques en termes de santé mentale. Autrement dit, il s'agit d'une catégorie qui est loin d'être neutre,
Et il est donc essentiel de restituer un peu mieux sa généalogie, d'en faire l'histoire pour comprendre ça. Alors, pour vous poser tout de suite la question de la caractéristique peu neutre de la notion de santé mentale, je vais vous prendre une des définitions omniprésentes portées par l'OMS dans les années 2000-2010. Je lis, hein, une personne en bonne santé mentale est une personne capable de s'adapter aux diverses situations de la vie. Une personne en bonne santé mentale est donc quelqu'un qui se sent suffisamment en confiance pour s'adapter à une situation à laquelle elle ne peut rien changer. Fin de citation. Alors, on va voir qu'il y a d'autres définitions ensuite, on y reviendra, hein, mais celle-ci m'intéresse particulièrement. Pourquoi? 2 points essentiels. D'abord, la santé mentale ici renvoie à la capacité d'un sujet individuel qui est pensé comme abstrait de sa place dans les rapports sociaux, des conditions politiques, économiques et sociales concrètes dans lesquelles pourtant il naît et il vit. Hein, ces différentes conditions qui ont été d'ailleurs énumérées par Madame Amici tout à l'heure. Capacité de cet individu, en fonction de ses ressources psychologiques internes, la confiance ici, l'estime ensuite, à s'adapter aux effets psychiques de situations sociales qui lui sont présentés comme s'imposant de l'extérieur. Autrement dit, le référent de la santé mentale, c'est un sujet individuel, présenté comme universel, ce qui pose déjà un certain nombre de difficultés, qui est pensé comme traversant un certain nombre de phases, de crises, d'épreuves, et qui est plus ou moins résilient, pour utiliser un terme très à la mode, plus ou moins capable de s'adapter aux diverses situations de la vie. L'un des premiers effets, non des moindres, d'une telle analyse, c'est de perdre de vue le fait que ces sujets occupent dans la réalité des places radicalement différentes dans les rapports sociaux plus structurels, que ce soit en fonction de leurs milieux sociaux, culturels, dans lesquels ils sont placés, des conditions politiques dans lesquelles ils sont placés, des conditions économiques dans lesquelles ils sont placés, des pays dans lesquels ils vivent et desquels ils viennent, etc. Point essentiel, alors je pourrais vous prendre un exemple qui est par exemple particulièrement caractéristique de ça, qui est tout le discours sur la santé mentale en lien avec la précarité, et tout un ensemble d'auteurs qui théorisent le fait que vous soyez sans-abri ou que vous soyez un grand patron, vous êtes dans une même situation de précarité. Et je fais une citation quasi précise de quelqu'un qui s'appelle Jean Furtos, hein, qui avait fait un texte là-dessus, c'est très frappant. Bon. Deuxième élément à retenir de cette notion, peut-être encore plus important, la santé mentale est ici décrite comme une capacité à s'adapter à une, je cite, situation à laquelle on ne peut rien changer. Ça, c'est un point extrêmement important. L'analyse en termes de santé mentale a souvent pour effet en fait, de renvoyer à des difficultés et à des capacités d'adaptation à des situations qui sont présentées comme s'imposant de l'extérieur et n'étant pas modifiables en elles-mêmes. Alors, monsieur le directeur de l'académie le disait très bien tout à l'heure, hein, c'est la vie, en un certain sens. Hein, je ne me souviens plus qui était la formule qui disait l'époque est ainsi faite. Oui, en fait, elle est ainsi faite, mais parce qu'elle est produite comme telle. Hein. La précarisation des rapports sociaux, c'est l'effet de tout un ensemble de choix politiques, en fait, hein, et de décisions économiques et politiques. Ça ne tombe pas du ciel. L'incertitude et le monde incertain, ce n'est pas une condition ontologique de l'existence de chacun d'entre nous. Elle est liée à des décisions politiques et économiques. Or, là, ce qu'on présente dans tout un ensemble de situations dans ces cas-là, c'est que non, ce sont des situations qui sont là et qu'on ne peut pas changer. Et il faut s'y adapter. Il s'agit de gérer les effets sur la santé mentale de tout un ensemble de situations comme ça. Alors c'est très intéressant, c'est qu'on y reviendra ensuite, mais la notion de santé mentale s'impose pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, il s'agit avant tout de prévenir et de gérer les effets sur la santé mentale de la brutalité des combats sur les soldats, face à une situation de guerre à laquelle il s'agit de faire face et vis-à-vis de laquelle ils sont exposés et par laquelle ils peuvent malheureusement pour eux ne pas faire grand-chose. Ensuite, elle va diffuser, on le verra dans les milieux notamment des entreprises, avec le même type d'approche.
Bon, il est bien évident, j'y insiste, je l'ai déjà dit un peu, qu'en fait, la plupart de ces situations qui sont présentées comme ne pouvant être changées sont en réalité des situations qui sont liées à des choix politiques et économiques assez précis, à des conflits et à des contradictions plus larges au niveau politique et sociaux qui pourraient être modifiés à travers des mobilisations sociales, par exemple, et une action politique. En fait, ce qu'on constate, et là c'est l'historien qui parle, et j'y reviendrai ensuite, c'est que le discours et les dispositifs pratiques de la santé mentale se sont développés régulièrement pour prendre le relais d'une démission, d'une renonciation, voire même parfois du choix politique de ne pas intervenir pour modifier les conditions objectives, matérielles, qui produisent les fameux effets sur la santé mentale. J'y reviendrai, mais c'est extrêmement frappant, d'accord ? C'est extrêmement frappant. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé de décrire ces dispositifs de santé mentale comme une psychopolitique. Alors le terme est un peu barbare, j'y reviendrai un tout petit peu. Psychopolitique dans la mesure où il ne s'agit pas tant d'agir sur les conflits et les contradictions matérielles dans les rapports sociaux, mais d'intervenir uniquement sur leurs effets sur le psychique des individus, à travers des dispositifs d'écoute, des dispositifs de soins, parfois des traitements médicamentaux, ou aussi, on y reviendra, en intervenant sur un milieu spécifique qui est le milieu des relations humaines, un point important. Cette fonction, je le dis tout de suite, elle est explicite dans l'immédiate après-guerre, j'y reviendrai, c'est très clair. Alors, quelques exemples concrets de tout ça. Le plus caricatural, à mon sens, c'est celui de l'explosion des dispositifs d'écoute et de prise en charge de la santé mentale des étudiants pendant la période Covid. Alors là, je parle de l'intérieur de l'université dans laquelle j'étais. Alors que la situation dramatique dans laquelle se trouvaient les étudiants était liée à des choix politiques, souvent assez anciens d'ailleurs, en ce qui concerne leur isolement, leur précarité. Juste pour vous faire un petit tableau, dans mon université, on choisissait d'envoyer la police pour chasser les étudiants qui demandaient des colis alimentaires. Je le précise, juste accessoirement. Tout un ensemble de choix qui étaient opérés au niveau politique et économique. En réalité, quelle a été la solution proposée par l'enseignement supérieur et la recherche? Eh bien, de payer gentiment quelques séances de prise en charge par des psychologues et de mettre en place des cellules d'écoute, exemplaires de tout un ensemble d'autres phénomènes du même ordre. Même remarque aujourd'hui avec le développement de la thématique de l'éco-anxiété, qui est une fantastique manière de reconvertir en conflits intrapsychiques, qui doivent être traités par des dispositifs de santé mentale, ce qui relève fondamentalement de l'incapacité politique à agir depuis des décennies sur le problème climatique. Mais on pourrait en dire autant, et c'est beaucoup plus frappant, de la manière dont les choix politiques et économiques opérés dans les années 1980, qui ont conduit à une précarisation radicale des rapports de travail, à la croissance des inégalités, des richesses et de répartition entre capital et travail, et surtout au maintien d'un chômage structurel, est allé de pair avec la mise en place de dispositifs qui visaient à prendre en charge les souffrances psychiques liées à la précarité et aux transformations des rapports de travail en entreprise. Alors ça, c'est extrêmement clair. Vous avez tout un ensemble d'ailleurs de rapports qui sont publiés à l'époque et qui disent qu'il faut développer des dispositifs de prise en charge de la santé mentale de ces personnes en grande précarité ou au chômage, plutôt que de poser la question de comment est-ce qu'en réalité il y a des choix qui ont été opérés qui maintenaient un chômage structurel pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Bien, il y aurait tout un ensemble d'autres exemples, mais c'est le point essentiel, les dispositifs de santé mentale, la grammaire de la santé mentale, peut avoir des effets de dépolitisation qui tendent à masquer un ensemble de choix politiques et économiques qui sont présentés comme autant de situations auxquelles on ne peut rien changer, auxquelles il faut donc s'adapter ou, à la rigueur, pour lesquelles il faudrait mettre en place des dispositifs visant à gérer et minimiser leurs effets au niveau psychique. Deux points tout de suite essentiels. Ça ne signifie pas que les personnes qui interviennent dans le champ de la santé mentale doivent être pour cela critiquées. Le fait est que, le plus souvent, elles font ce qu'elles peuvent de leur côté. Et elles se heurtent elles-mêmes régulièrement au caractère
nécessairement incomplet de leurs interventions. Nécessairement incomplet parce qu'elles requerraient justement que les problèmes sociaux sous-jacents soient effectivement affrontés. Exemple, parmi des milliards d'autres, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme dispositif de santé mentale pour prendre en charge la précarité des personnes à la rue ou des migrants. Si vous ne mettez pas à disposition un mécanisme pour l'accès au logement, vous ne réglerez pas grand-chose. D'autre part, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible ensuite de faire des problèmes de santé mentale, des souffrances psychiques liées à telle ou telle situation objective, un levier politique de dénonciation et de critique de situations problématiques. C'est ce à quoi on assiste d'ailleurs assez régulièrement. Personnellement, je considère que c'est un levier problématique. Mobiliser la grammaire de la santé mentale est un outil commode, mais à mon avis problématique, mais je ne vais pas rentrer dans les débats par rapport à ça. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent aujourd'hui, c'est à travers la grammaire de la santé mentale, des effets sur la santé mentale de telle ou telle situation, que l'on peut porter un certain nombre de causes politiques, pour le meilleur ou pour le pire, par exemple dans les transformations des rapports dans les milieux de travail, pour prendre cet exemple-là. Bien, alors, toutes ces évolutions ont donné lieu à un certain nombre de lectures, et l'une des lectures tout à fait intéressante à un certain niveau est celle qui a été portée par tout un ensemble d'auteurs, journalistés ici un certain nombre, Mathieu Bellassène, Christian Laval et Dardot, Roland Gori, mais aussi Alain Ehrenberg d'ailleurs, que vous avez mentionné, qui ont avancé l'idée selon laquelle, au fond, la santé mentale était un idéal généreux, porté dans l'immédiate après-guerre, et qui avait été perverti par le néolibéralisme et le développement d'une approche cognitivo-comportementaliste et pharmacologique. Alors, dans cette perspective, la santé mentale, c'était un bel idéal, mais dans les faits, il s'est trouvé associé, à partir des années 1980, à une conception dite néolibérale, qui envisage les sujets comme des êtres autonomes, dotés de capacités individuelles, qui doivent apprendre à s'adapter aux évolutions du marché du travail et à la précarisation des rapports sociaux, encouragés par les politiques néolibérales. Ce qu'ils appellent le santé-mentalisme irait dans ce sens-là. Il porterait aussi plus largement un idéal de complet bien-être, un idéal de santé totalitaire. Vous avez peut-être déjà des références, parce que ça c'est un des textes de Roland Gori par exemple, qui serait en même temps un oubli des vulnérabilités, un oubli des fragilités des sujets, au nom d'un idéal d'autonomie, d'affirmation des capacités, etc. Et cette logique irait de pair d'ailleurs avec un processus de désinstitutionnalisation au niveau de la psychiatrie, de réduction des hospitalisations et de dilution des spécificités de la maladie mentale dans une notion très large qui est celle des troubles mentaux qu'il s'agit de prévenir le plus tôt possible. À quoi ces auteurs aiment bien opposer l'idée selon laquelle il faudrait mettre en place des approches attentives à la vulnérabilité des sujets, aux souffrances des sujets, à la relation à l'autre, à travers des dispositifs de soins et de care. Je ne sais pas si tout ça vous parle, ce sont des lieux communs de tout un ensemble de débats au niveau notamment des collègues qui travaillent dans le champ de la santé mentale en lien avec la psychiatrie. Bon. À mon sens, tout n'est pas faux dans cette approche, mais je voudrais apporter plusieurs correctifs. Le premier correctif, c'est que si on analyse l'histoire, comme je vais le faire, de la notion de santé mentale, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas vraiment eu de trahison de tout un ensemble de beaux idéaux qui étaient présents dans l'immédiat après-guerre, et qu'il n'y a pas eu d'un côté, en gros, le bon concept de santé mentale jusque dans les années 80, puis le mauvais du fait du néolibéralisme à partir des années 80-90. J'y reviendrai, et même plus profondément, on le verra, en fait, l'opposition entre la conception d'un sujet individuel, actif et autonome d'un côté, et
la nécessité de prendre en charge ces vulnérabilités par une écoute, une attention à l'autre, la question de la prise en charge de ses souffrances, etc. Les deux vont de pair, en fait. Il n'y a pas vraiment d'opposition entre les deux. Historiquement, les deux marchent ensemble. Ce sont un peu le revers d'une même médaille, hein. C'est quelque chose qui est assez clair. J'y reviendrai par la suite. Deuxième point sur lequel je veux insister brièvement, c'est que souvent ces critiques sont des critiques qui sont portées par des gens qui ont aussi une approche un peu réactive vis-à-vis d'un certain nombre d'évolutions qui sont des évolutions néanmoins nécessaires dans la prise en charge de la maladie mentale et des troubles psychiques en France. Je veux juste faire quelques points là-dessus avant de rentrer dans l'histoire pour clarifier ma position par rapport à ça et pour vous donner aussi une petite idée de ce que recouvre habituellement l'idée de mettre en place des dispositifs de santé mentale. Qu'est-ce que ça recouvre concrètement dans la pratique en termes de politique publique? Il y a plusieurs aspects qui sont importants dans la logique même de mettre en place des dispositifs de santé mentale. Le premier d'entre eux, c'est l'idée de mettre en place des dispositifs qui sont fondés sur une approche qui cherche à se démarquer d'une perspective négative centrée sur la seule maladie mentale. Autrement dit, une approche de la santé mentale déconnectée de la seule maladie mentale. Et pour ce faire, on va mettre en place des dispositifs de prévention qui, d'une part, visent à inciter les individus à prendre soin de leur santé mentale indépendamment de tout trouble identifié. Par exemple, les inciter à prendre en charge leur mal-être et à réfléchir sur leur mal-être très tôt, en l'envisageant d'ailleurs parfois en le recodant comme une dépression de ce point de vue-là, et aller chercher ensuite un professionnel pour les aider. Ça va de pair avec le développement, je l'ai dit, de tout un ensemble de marchés du bien-être qui visent justement à les aider à gérer au mieux leur santé mentale de ce point de vue-là. Donc, dispositifs de prévention qui s'adressent aux individus, qui visent à les amener à s'interroger sur leur mal-être et leur santé mentale. Dispositifs aussi qui visent à détecter le plus tôt possible des troubles émergents afin de les prendre en charge le plus tôt possible. Alors ici, il y a plusieurs problèmes qui se posent, je tiens à les souligner brièvement. Le premier, c'est que ça invite à coder comme des troubles passibles d'un traitement, qui est souvent d'ailleurs un traitement pharmacologique, tout un ensemble d'états émotionnels qui autrefois n'auraient guère fait l'objet d'une forme de pathologisation et pouvaient être gérés de plein d'autres façons, hein. Pas nécessairement médicalisés, ni même psychologisés, si vous voulez. Cela peut avoir des effets beaucoup plus lourds. Alors, je ne sais pas si vous êtes un peu familier de ça, mais il y a tout un ensemble de programmes qui, aujourd'hui, visent à détecter ce qu'on appelle les prodromes de psychose émergente. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein. Autrement dit, on va amener un certain nombre de personnes à se penser comme étant à risque de psychose, comme étant à risque de développer une psychose, du fait de tout un ensemble de troubles non spécifiques, hein, avec beaucoup de faux, d'ailleurs, positifs dans ce cadre-là. Ça a des effets qui peuvent être assez délétères, je le dis tout de suite, sur les adolescents que ce genre d'effets. Par contre, il faut souligner un point, c'est que cette approche qui vise à se libérer d'une approche négative de la maladie mentale, elle va de pair aussi avec un effort pour déstigmatiser la maladie mentale, qui est très bienvenue, mais qui se fait parfois au prix, il faut bien le reconnaître, d'une sorte de dilution dans la notion de trouble mental qui parfois prend vraiment une conception extrêmement extensive. Donc ça, c'est l'un des premiers points d'un dispositif de santé mentale avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. L'autre point, à mon avis le plus important, c'est qu'un dispositif de santé mentale vise à organiser des prises en charge qui reposent sur une stratégie en palier avec une multiplicité de dispositifs qui sont insérés dans la communauté.
La santé mentale va de pair avec la mise en place de ce qu'on appelle des dispositifs de santé communautaire. Par exemple, des équipes de outreach qui vont aller voir tout un ensemble de populations, par exemple les populations en errance, etc., sans abri, etc. Des équipes mobiles, le recours à tout un ensemble de solutions alternatives avec maintien dans la communauté et dans la famille, des appartements thérapeutiques, les centres médico-psychologiques, etc. Autrement dit, il s'agit d'un dispositif qui cherche à rompre avec un système qui est centré sur l'hospitalisation. Et ça, c'est un point qui est assez important, mais qui met évidemment en rapport des gens avec des intérêts très divergents. Il faut bien comprendre ce point-là. D'un côté, tout un ensemble d'acteurs de la psychiatrie, mais aussi des associations, des usagers en particulier, qui dénoncent les effets délétères de l'institutionnalisation, de l'hospitalisation en particulier, et qui cherchent à réduire au maximum la pratique des hospitalisations, notamment les hospitalisations sous contrainte, et qui dénoncent aussi les effets de chronicisation et de désocialisation de l'hospitalisation. Mais ces acteurs se sont retrouvés liés avec tout un ensemble d'autres acteurs qui, eux, ont d'autres intérêts. Ceux qui ont une vision managériale des réformes hospitalières et pour qui la réduction de l'hospitalisation, la réduction des lits, c'est surtout une possibilité de gain, d'accord, de gain économique en particulier. C'est cette confusion entre ces deux types d'acteurs qui pose problème. Mais je pense qu'il faut maintenir l'idéal de réduction au maximum de l'institutionnalisation et de l'hospitalisation. D'accord ? Donc je suis assez attentif ici à distinguer et à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a des aspects dans les revendications liées à la santé mentale qui sont ici importantes à préserver. La même remarque vaut d'ailleurs sur un autre point sur lequel je finirai ce petit descriptif, qui est le fait que les partisans de la mise en place des dispositifs de santé mentale considèrent qu'il faut s'appuyer autant que faire se peut sur un patient qui est pensé comme un individu acteur de son propre parcours, autonome, susceptible de faire des choix, et non pas un sujet aliéné, aboli par sa maladie. Autrement dit, un acteur avec lequel il est possible de passer un contrat, de déterminer diverses options. Par exemple, juste cet exemple-là, parce qu'il est important, de mettre en place un protocole de directive anticipée. Dans les moments de crise, comment souhaitez-vous être soigné? Pour éviter des pratiques qui sont des pratiques de violence, concrètement, et de contrainte, et qui existent dans l'univers psychiatrique, hospitalier, de manière assez forte. Il s'agit de respecter l'autonomie et la volonté des sujets, y compris malades. D'accord? Alors évidemment, une telle approche, elle a des limites. Parce que dans la réalité, on ne peut s'appuyer sur un tel sujet que dans la mesure où il est socialisé. Soit à travers sa famille, soit à travers un réseau d'institutions. Et à mon avis, l'intérêt principal d'ailleurs de cette approche, c'est qu'elle a mérite de faire apparaître qu'un sujet n'est réellement autonome et libre de faire des choix que dans la mesure où il dispose de tout un ensemble de protections et d'assurances liées à des réseaux de socialisation. Aide de la famille ou des proches, logement, travail ou associations qui servent de relais. Ça, c'est un point essentiel. Souvent, les gens qui rentrent dans un dispositif de santé mentale, qui cherchent à développer un dispositif de santé mentale, finissent par presque faire plus un travail de travailleurs sociaux, parce que l'un des composantes les plus essentielles en fait, pour intervenir sur la santé mentale, c'est de mettre en place des dispositifs de socialisation, d'aide, d'accès au logement, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais c'est un point essentiel. Ça permet vraiment de faire apparaître en creux que l'une des conditions fondamentales de la fameuse santé mentale se situe en fait bien au-delà du psychique de l'individu, pour dire les choses assez clairement. Mais cette approche, elle a aussi le mérite d'affirmer comme un idéal le droit pour chacun, y compris pour les plus précaires et les plus désocialisés, d'être traités comme des sujets citoyens à part entière,
dont on respecte les droits, les volontés, contre un certain discours de l'institution qui justifie des pratiques de contrainte et de violence à travers tout un ensemble de discours sur lesquels je ne vais pas revenir ici. Bon, en tout cas, voilà, je voulais insister sur ces points pour clarifier aussi un petit peu ma position, c'est-à-dire que je pense qu'il est très important d'être critique de tout un ensemble de dimensions problématiques liées au discours de la santé mentale, au dispositif de santé mentale, mais qu'il faut aussi préserver un certain nombre d'aspirations qui sont des aspirations essentielles liées à ceux qui se revendiquent de la santé mentale. J'espère être assez clair là-dessus. L'approche doit être un peu nuancée sur un certain nombre de points. Bien, maintenant, je vais passer à la partie plus historique de mon intervention, en essayant de revenir un peu sur la généalogie même de la notion de santé mentale. Mon propos, vous le verrez, c'est globalement quand même de vous dire que il faut faire attention à un discours qui consisterait à dire « Ah, dans les années 1940-1960, on avait un idéal fantastique et qui a été ensuite trahi. Trahi par les perpétuels méchants de l'affaire dans ces cas-là, le néolibéralisme, que je ne vais pas justifier, soit dit en passant, mais ce n'est pas mon objet ici, et les thérapies comportementales et cognitives, etc. Non, les choses ne sont pas aussi faciles que ça, malheureusement, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant en remontant à la racine de l'histoire de la notion de santé mentale. La première chose sur laquelle je vais insister tout de suite, c'est que le fait que des dispositifs de prise en charge et des politiques de santé se réorganisent autour de ce référent particulier qui est la santé mentale, non pas, comme ça pouvait être le cas au XIXe siècle par exemple, sur l'aliénation et la maladie mentale, mais la santé mentale. Non pas non plus, comme ça pouvait être le cas dans le premier XXe siècle, l'hygiène et la prophylaxie mentale, mais bien la santé mentale. C'est quelque chose d'assez récent et qui a des effets importants. Assez récent, vous le verrez, c'est les années 1940-1960 qui constituent un marqueur. Alors, pour vous donner une idée de ça, ça vaut ce que ça vaut, mais ça illustre quand même assez bien les choses. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez cette fonction qui est la fonction Ngram de Google, qui permet de faire apparaître l'usage de termes ou de syntagmes ici dans tous les textes répertoriés dans la base de Google Books. Et vous voyez par exemple pour l'anglais, c'est assez clair, hein, le point de rupture sur les usages se situe au milieu des années 40. C'est là où il y a vraiment une croissance massive du discours sur la mental health. Dans le cas français, c'est plus tardif. J'y reviendrai. Il y a un premier point de rupture dans les années 60 et puis un gros point de rupture en fait dans les années 90-2000 qui s'explique par le fait que c'est à ce moment-là qu'on va mettre en place de facto des politiques publiques de santé mentale, la France étant en retard de ce point de vue-là par rapport aux organisations internationales et aux pays anglo-saxons. En retard n'étant pas nécessairement sous le mode « Ah, c'est terrible, etc., c'est archaïque », mais en retard au sens où c'est arrivé plus tardivement. D'accord ? Alors, comme je vous disais, en fait, la réflexion sur la santé mentale et l'idée surtout de réorienter les politiques publiques sur la question de la santé mentale, c'est quelque chose de relativement tardif. D'accord ? Ce qui frappe en particulier, c'est que, évidemment, depuis le 19e siècle, et depuis en particulier qu'on va caractériser la folie comme une maladie mentale, il y a un certain nombre de réflexions sur l'envers de la maladie mentale que serait la santé mentale. Mais ce qui frappe, c'est qu'en fait, c'est très rare. Des réflexions explicites sur la santé mentale chez les aliénistes du 19e siècle, vous n'en avez quasiment pas. D'accord ? Ils se concentrent sur les maladies mentales. Peu de réflexions sur l'envers, le négatif, que serait la santé mentale. Néanmoins, il y a quelques points qui apparaissent à la fin du 19e siècle et qui méritent d'être soulignés dès maintenant parce qu'on va les retrouver ensuite. D'abord, l'idée selon laquelle la santé mentale, somme toute, c'est un idéal qui est bien difficile à définir. Je cite un aliéniste qui s'appelle Ferré, hein, c'est un point idéal où personne ne peut prendre place. Les frontières de la santé et de la maladie de l'esprit ne peuvent être qu'arbitraires. Fin de citation. Hein, difficulté donc à caractériser vraiment ce qu'il faut entendre par santé mentale. Mais néanmoins, il y a deux paramètres qui apparaissent et qu'on va retrouver ensuite. D'une part, la question de l'équilibre
l'équilibre entre les différentes tendances de la personnalité contre le déséquilibre. Hein, on oppose les équilibrés et les déséquilibrés, ce point de vue-là. Et deuxième point, très important, déjà, la question de l'adaptation. L'adaptation et la capacité de s'adapter aux changements de milieu et notamment aux changements liés à la modernité. On oppose donc les adaptés et les inadaptés. Il y a, tout au long de la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, une longue réflexion sur les inadaptés à tout un ensemble de milieux. Le troisième point qui mérite d'être souligné, c'est que malgré tout, il y a un héritage assez fort dans le premier XXe siècle d'un mouvement qui est le mouvement pour l'hygiène et la prophylaxie mentale, qui est porté notamment par la Société d'hygiène mentale et qui met en avant des éléments qu'on va retrouver ensuite dans les discours sur la santé mentale. C'est l'idée d'une prévention et d'un dépistage des troubles le plus tôt possible, et que pour ça, il faut sortir de l'asile, sortir de l'hôpital et mettre en place des unités dans la communauté et mettre en place des partenariats avec tout un ensemble d'acteurs qui ne sont pas des acteurs médicaux. D'accord ? Par exemple, dans le milieu scolaire, pour prendre juste cet exemple-là. Mais il y en aurait beaucoup d'autres. Néanmoins, il y a quand même une vraie rupture. Attendez, hop, voilà. Une vraie rupture qu'on peut identifier dans les années 1940-1960 et sur lesquelles je vais revenir. Alors cette rupture, elle se traduit comment? D'abord, ça c'est très frappant, une grosse opération de rebranding, de changement de nom, qui a lieu juste dans l'immédiate après-guerre. Vous en avez quelques exemples là. C'est-à-dire qu'au niveau anglais, américain et dans les organisations internationales, tout un ensemble de comités, de fédérations se redéfinissent comme fédération, par exemple, mondiale pour la santé mentale, la mental health. C'est la constitution aussi, j'y reviendrai, de la National Association for Mental Health, la publication d'un journal, Mental Health, etc. Donc vous voyez apparaître fortement un référent qui est la santé mentale, à la fois au niveau des pays anglo-saxons et dans les organisations internationales dans l'immédiate après-guerre. Donc premier effet, très clair, avec l'idée explicite dans ce cadre-là, que les États ont pour devoir la préservation de la santé mentale de leurs citoyens. Une idée, une fois de plus, qui n'était pas évidente jusqu'ici, et que la psychiatrie en particulier doit subordonner ses missions à cet objectif de protection et d'amélioration de la santé mentale. En France, je l'ai dit, les choses sont plus tardives. Il faut attendre plutôt les années 60 pour que vraiment se mette en place tout un discours sur la santé mentale avec la création du Comité français de liaison pour la santé mentale et la création de la revue Santé mentale. Alors, derrière cette opération de rebranding, il y a un premier phénomène qui mérite d'être souligné, c'est que ce discours de la santé mentale va de pair avec un effort de fédération de tout un ensemble d'activités hétérogènes, d'acteurs hétérogènes. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein? La santé mentale, elle permet de définir un objet commun relativement vague dans lequel vont converger des acteurs extrêmement variés. C'est extrêmement clair si on prend le cas de la création en Angleterre de la National Association for Mental Health en 1946. Cette association, elle apparaît à l'issue d'un rapport, qui est un rapport publié en 1939, qui est le rapport Feversham. Et ce rapport disait les choses suivantes. On assiste à une augmentation des névroses et des inadaptations liées à la vie moderne. Cette augmentation a un coût économique important pour la dépense étatique et avec une perte de productivité des citoyens. Et malheureusement, le système de prise en charge de ces problèmes est éclaté et mal organisé. Il faut donc rationaliser tout ça et on va associer dans ce cadre-là 3 associations. Une association qui est centrée sur la prise en charge de ce qu'on appelle à l'époque les anormaux mentaux, notamment les handicapés psychiques, les retardés scolaires, etc. Une association qui est chargée de promouvoir l'hygiène mentale dans la population et une autre association
qui est chargé de travailler sur la petite enfance et la prise en charge des soins dans la petite enfance. Et toutes vont converger sur un même objet qui est la santé mentale, la mental health. Donc là, on a un bel exemple de quelque chose que je vous disais, c'est la mental health, la santé mentale, sert comme outil pour fédérer des activités et des acteurs avec des agendas assez différents. Et historiquement, c'est ce qu'on va retrouver sans cesse. On le retrouvera en France dans les années 90, par exemple, pour créer ce qu'on va appeler le champ de la santé mentale, avec des acteurs très variés qui convergent. Mais les points de rupture les plus importants sont ailleurs. Le premier point sur lequel je veux beaucoup insister, c'est le rôle de la guerre. Le rôle de la guerre donc de 1939-1945. La guerre a eu tout un ensemble d'effets sur la mise en avant de la problématique de la santé mentale pour plusieurs raisons. La première, toute simple, c'est qu'elle pose une série de problèmes sur les effets sur le développement affectif et la santé mentale d'un grand nombre de personnes en lien à toute une série de phénomènes extérieurs. Par exemple, la rupture des liens familiaux, le déracinement, les migrations forcées, les violences, les transformations sociales brutales. Imaginez la situation dans l'immédiate après-guerre, avec des flux de migrants qui sont immenses, sans commune mesure avec tout ce qu'on peut imaginer, avec des enfants qui sont solitaires, qui sont en nombre absolument considérable. Donc il y a ce premier point. Il y a aussi le fait que pendant la guerre même, c'est quelque chose qui est bien illustré dans le livre que je cite ici, de quelqu'un qui s'appelle John Rees, qui était le psychiatre de guerre en Angleterre et qui deviendra le premier président de la Fondation mondiale sur la santé mentale, justement. Des effets qui sont liés au fait que le conflit lui-même a fourni aux psychiatres et aux psychologues tout un ensemble de nouvelles activités, de tout un ensemble de nouveaux champs d'activité. Notamment la sélection des personnes en fonction de leur capacité et de leur fragilité psychique. Et surtout, un travail de management et de gestion des conflits à l'intérieur des groupes. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ça, mais les thérapies groupales se sont beaucoup développées en lien d'abord avec des pratiques qui ont été développées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il s'agissait d'intervenir à ce moment-là dans les conflits intrapsychiques à l'intérieur du groupe pour optimiser la résilience des soldats dans ce cadre-là. Et plus généralement, la conceptualisation de quelque chose qu'on appelle à l'époque les Human Relationships, c'est-à-dire les relations humaines, les RH, les relations humaines, qui vont faire l'objet d'une réflexion spécialisée dans cette clinique qu'on appelle la Tavistock Clinic, qui va jouer un rôle essentiel ensuite dans juste après-guerre pour développer l'intervention des psychiatres et des psychologues dans les milieux de l'entreprise, en utilisant les mêmes techniques de management groupal, mais appliquées cette fois-ci en milieu de l'entreprise pour gérer les conflits entre patrons et ouvriers, par exemple. D'accord ? J'y reviendrai un peu après. Troisième point de contexte, et pour moi c'est l'un des plus importants à avoir en tête, c'est qu'évidemment, vous aurez remarqué que tout le processus de développement de la santé mentale se fait entre 1946-47 et les années 60. On est quand même dans un moment assez chaud politiquement, pour être assez clair, notamment au niveau international, qui est celui du développement de la guerre froide. La notion de santé mentale est liée de manière très très forte à ce contexte-là. D'accord ? Et il s'agit, dans ce cadre-là, de se situer entre deux ornières. La première, c'est se distinguer du totalitarisme, ce qui implique de valoriser dans une certaine mesure la non-conformité individuelle. Autrement dit, valoriser une certaine forme d'inadaptation à des milieux sociaux, à des normes sociales. Comme le note un rapport de l'OMS en 1951, l'idée selon laquelle l'adaptation au milieu social est toujours signe de santé mentale est fausse, car dans certains milieux, les milieux totalitaires par exemple, la réaction saine doit au contraire, dans certaines conditions, tendre à modifier le milieu. Vous comprenez bien pourquoi. Il s'agit de se distinguer du nazisme et du communisme, d'ailleurs. Mais on devine aussitôt le danger. Modifier le milieu social, ça pourrait vouloir dire la révolution, la transformation radicale des rapports sociaux.
Et ça, c'est clairement l'autre ornière qu'il s'agit d'éviter. Elle est bien exprimée d'ailleurs dans le « dans certaines conditions ». Le « dans certaines conditions » est important. Il s'agit en aucun cas de modifier radicalement le milieu, quitte à employer la force, la lutte, le combat. Il s'agit au contraire de promouvoir une adaptation harmonieuse de l'individu au développement social en évitant les conflits, et notamment, fondamentalement, les conflits de classe. Je cite la suite. « Si l'obligation de s'adapter à n'importe quel milieu ne constitue pas un critère de santé mentale, l'aptitude à nouer des relations harmonieuses avec ses semblables en est sûrement un. » Fin de citation. Donc, il s'agit de nouer des relations harmonieuses, surtout pas de conflits, et surtout pas de conflits de classe. De même, il faut, je cite, contribuer de façon constructive aux modifications du milieu. Le constructif est ici important. Et il ne faut pas se leurrer, hein, tout ça, à l'époque, on est en 1951, c'est éminemment politique. Éminemment politique. L'une des fonctions essentielles de la santé mentale dans l'immédiate après-guerre, c'est, on va le voir, de convertir de potentiels conflits sociaux, que ce soit au niveau de l'industrie, au niveau des pays en voie de développement, en conflits intrapsychiques, individuels, ou en conflits interrelationnels entre un sujet et un autre sujet. Je vais le donner tout de suite, cet exemple concret. Dans les entreprises, le problème n'est pas les inégalités de répartition entre capital et travail, ça n'est pas la question du rapport entre l'ouvrier et le patron, ça n'est pas la lutte des classes, en aucun cas. Non, 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 non. C'est ou bien un problème de capacité d'adaptation au milieu de l'entreprise par les individus, ou bien un problème de rapport intersubjectif qu'il va falloir travailler à travers un apaisement qui est celui des ressources humaines. J'y reviendrai un petit peu après, mais c'est extrêmement clair. Hein, juste une citation qui illustre bien ça. Dans l'industrie, l'antagonisme à l'égard du patronat, qui domine les esprits, est comparable aux aberrations d'un névrosé qui ne peuvent se dissiper au cours d'une seule séance de traitement psychiatrique. Donc vous voyez comment les choses sont posées. Le dernier point important, les années 40-60 sont essentielles parce que des organisations internationales, au premier chef l'OMS et l'UNESCO, vont porter de manière massive la promotion de la santé mentale comme élément essentiel des politiques publiques dans l'ensemble des pays, et notamment dans les pays en voie de développement, sur lesquels je reviendrai un petit peu. Alors, tout ceci étant dit, revenons maintenant un peu sur le concept de santé mentale et... jusqu'à quand, en fait, exactement? Ouais, mais en gros. 10 minutes? Ok. Alors, je vais aller assez vite parce que j'avais préparé plus, mais je voudrais insister donc sur un certain nombre de caractéristiques du concept de santé mentale tel qu'il se joue dans ces espaces. Le premier point, je ne vais pas y revenir, mais c'est qu'à un certain niveau, il apparaît comme un concept relativement flou ou sur lequel on n'arrive pas à s'accorder sur une définition précise. Mais derrière ce flou, et ça par contre je vais y revenir un peu plus clairement, il y a en fait très clairement un certain nombre d'enjeux spécifiques dans la définition même de la santé mentale. Donc je vous fais cette citation, c'est la citation de la définition de l'OMS, la première qui est donnée en 1951. La santé mentale suppose chez l'individu l'aptitude à nouer des relations harmonieuses avec autrui et à participer de façon constructive aux modifications du milieu social ou physique. Elle implique également la résolution harmonieuse et équilibrée des conflits en puissance parmi ses propres tendances instinctives. Cette harmonie réclame la réalisation d'une synthèse bien intégrée plutôt que l'opposition d'une fin de non-recevoir à certaines tendances instinctives en vue d'en refouler d'autres. Vous voyez que le modèle est psychodynamique, hein, pour utiliser... Cette conception suppose que l'individu ait pu développer sa personnalité de façon à ouvrir à ses impulsions instinctives un champ d'expression harmonieuse dans la pleine réalisation de ses potentialités. Alors, j'espère que vous pouvez percevoir tout ce qu'il y a de spécifique dans cette conception particulière de la santé mentale. Je veux juste souligner quelques points qui sont les noyaux durs de cette définition. Le premier point, c'est que, en fait,
la santé mentale ici prend pour base des individus qui sont pensés en termes psychodynamiques, dans le cas présent, comme des individus en développement, un développement qui passe par tout un ensemble de phases, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Et ces phases sont des moments de crise potentiels qui constituent autant de moments à risque au point de vue de la santé mentale. Et donc, on va intervenir spécifiquement sur ces phases. D'accord ? Deuxième point, elle implique une théorie particulière de la personnalité qui met en jeu 3 niveaux. D'une part, des conflits internes à l'individu, avec des tendances instinctives qu'il s'agit d'équilibrer. D'autre part, des facteurs externes, mais des facteurs externes dont il s'agit de faire en sorte que l'individu s'y adapte. C'est le point essentiel, qu'il s'y adapte. Il ne s'agit certainement pas de transformer ces facteurs externes, il s'agit que l'individu s'y adapte. Et le troisième point, c'est, et ce point mérite d'être marqué parce qu'on a tendance à le perdre de vue, c'est qu'il y a cependant un milieu sur lequel il faut intervenir. Ce n'est pas le milieu physique, ce n'est pas le milieu social et politique, c'est ce milieu tout particulier qui est conceptualisé à cette époque, qui est le milieu des relations humaines. Les relations humaines. Et qu'est-ce que c'est que le milieu des relations humaines? C'est les relations inter-individuelles et les liens affectifs entre les sujets. Si je veux y insister, c'est parce que le discours de la santé mentale ici n'est pas simplement un discours de l'individu autonome, c'est l'individu en rapport avec les autres. Et il y a une attention extrêmement forte qui est prêtée aux effets psychiques des rapports avec les autres et aussi aux effets psychiques des institutions sur le développement des individus. Donc, autrement dit, pour le dire de manière un peu brutale, c'est au moins autant une théorie du care qu'une théorie de l'individu responsable et autonome. J'espère être bien clair là-dessus. C'est une caractéristique qui est très frappante et sur laquelle je reviendrai un tout petit peu après. Bien. Par contre, il est clair que ce qui est ciblé, c'est une analyse en termes de rapports sociaux plus structurels et notamment en termes de classe. Alors, on ne peut pas dire, résultat, que ce soit une approche qui soit purement floue. Il y a vraiment un certain nombre de noyaux durs dans le concept de santé mentale dès cette époque qui jouent un rôle essentiel. Alors, juste pour aller assez vite sur tout ça, le premier point sur lequel il faut insister, c'est qu'on a ici affaire à une forme de biopolitique, pour utiliser un concept de Michel Foucault, où il va s'agir de redoubler par tout un ensemble de dispositifs qui vont du conseil, de l'orientation, jusqu'à la prise en charge, l'avis des sujets dans toutes les phases de leur développement et en prêtant attention à certaines phases en particulier qui sont jugées à haut risque, comme je le disais, notamment la petite enfance, l'enfance, etc. Ce qui suppose d'intervenir sur un type de milieu en particulier qui sont, comme je le disais, les relations en fait, humaines par lesquelles passent les sujets dans ces différentes institutions, que ce soit l'école, que ce soit la famille, que ce soit l'industrie, etc. Par contre, la particularité de cette biopolitique, c'est qu'elle ne vise pas du tout à modifier les conditions objectives d'existence des personnes. Elle cherche à intervenir sur les émotions, les affects, le rapport des sujets à leurs conditions d'existence. Non pas du tout modifier les conditions d'existence elles-mêmes, mais intervenir sur les émotions, les affects reliés à ces conditions d'existence. On pourrait l'illustrer assez bien avec les politiques de développement, parce que dans le cas des politiques de développement, c'est assez clair. Plutôt que de s'interroger, par exemple, au hasard, sur le fait que le développement dans les pays en voie de développement est lié à des inégalités structurelles en termes économiques, en termes de rapport de pouvoir, de violence politique, etc. Ce qu'on va mettre en avant, c'est le fait que les individus sont plus ou moins capables de s'adapter au développement que vont traverser ces pays-là. Et on va chercher à intervenir sur la capacité individuelle de chacun à s'adapter à ce développement qui est présenté comme nécessaire. D'accord ? Il
Il n'y a pas de réflexion sur mais pourquoi ce développement plutôt qu'un autre, pourquoi ces voies de développement, comment est organisée la société qui est en train de se développer, etc. etc. Ce recentrement sur les affects, il va de pair, et ça c'est assez intéressant, avec une demande de prendre en compte les effets sur les affects et les émotions de chacun des différentes institutions. En un certain sens, on demande que les groupes et les individus et les institutions s'interrogent systématiquement sur les effets qu'elles peuvent avoir sur le développement affectif et psychique des individus. En un certain sens, on peut dire qu'on assiste à une forme de grande psychanalyse de l'ensemble de la société, d'accord ? Au sens où il s'agit que toutes les institutions s'interrogent sur les effets potentiels, affectifs, qu'elles ont sur le développement des individus. C'est le cas de l'école, par exemple, c'est le cas du milieu du travail, et c'est le cas aussi de l'hôpital, avec cette question de se dire, mais comment est-ce qu'on peut humaniser les rapports à l'intérieur de ces institutions ? Cela donne un principe qui est un véritable principe d'illimitation, c'est-à-dire qu'en fait, tous les secteurs de la société sont passibles d'une analyse en termes de santé mentale. Et cela s'exprime d'ailleurs de manière assez bien dans une formule qui revient sans cesse, qui est celle qu'il faut développer, je cite, un plan d'infiltration de la société par l'introduction de notions de santé mentale dans les activités les plus diverses. Fin de citation. Donc, infiltrer les différents secteurs de la société de questionnement sur la santé mentale, les effets affectifs de telle ou telle institution sur les individus. Et dans ce cadre-là, on va convoquer une multiplicité d'acteurs qui vont jouer un rôle essentiel, je passe là-dessus, qui vont jouer un rôle essentiel dans la mise en place des dispositifs de santé mentale. Et en particulier, tous les acteurs qui travaillent dans des institutions qui sont susceptibles de dépister le plus tôt possible des problèmes de santé mentale. Donc, je fais une petite liste. Cela va des médecins familles, des enseignants, jusqu'aux prêtres, aux contremaîtres, à l'officier de police, tout un ensemble d'acteurs qu'on va mettre en réseau et qui ont pour charge de repérer et de dépister le plus tôt possible les troubles de santé mentale pour adresser ensuite les personnes pour une prise en charge. Et je finis sur le dernier point, c'est que cette dimension de dépistage précoce des troubles de santé mentale par une multiplicité d'acteurs mis en réseau va de pair avec une autre dimension qui est celle du développement d'un traitement hospitalier de soins qui doivent être transformés. Et là, on retrouve ce que je vous avais expliqué au départ, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, en fait, il faut mettre en place un dispositif de soins qui ne soit plus centré sur le seul hôpital. L'idée, ça va être de développer une stratégie en palier où on va chercher à traiter les troubles de santé mentale au maximum dans la communauté. Le recours à l'hôpital est maintenu, mais on insiste sans cesse sur le fait qu'il faut le réduire au maximum. Et pourquoi est-ce qu'il faut le réduire au maximum ? Ben pour une raison toute simple, c'est que le risque sinon, c'est d'aboutir à une désocialisation des individus. Or, l'objectif explicite est de les maintenir le plus possible dans la communauté pour éviter ces effets de rupture de lien et de désocialisation. Pour des objectifs qui sont des objectifs curatifs, il faut éviter les ruptures de lien, mais qui sont aussi des objectifs économiques, je finirai par là. Il s'agit, c'est une citation, les services psychiatriques doivent apporter aux problèmes posés par les maladies mentales la solution qui entraîne le moins possible de gaspillage en capital humain, en temps et en argent. Dans toute la mesure du possible, les malades mentaux doivent être traités dans la collectivité et continuer à vivre libres et économiquement indépendants dans leur cadre normal. Donc vous voyez ici une convergence entre trois idées. D'un point de vue économique, c'est absolument essentiel de maintenir autant que possible les personnes présentant des troubles mentaux dans la communauté pour qu'ils soient économiquement autonomes. D'un point de vue humanitaire, c'est positif parce que ça permet évidemment
de les maintenir dans leur communauté et de ne pas rompre les liens. Et d'un point de vue curatif, c'est tout aussi positif parce que ce rapport au lien affectif est essentiel pour le soin de la maladie mentale. Ce qui est assez différent de la philosophie, par exemple, qui était celle des asiles du 19e siècle, pour lequel la rupture avec la communauté était absolument essentielle au traitement lui-même. D'accord ? Donc il y a un vrai point de rupture de ce point de vue-là. Voilà, je suis désolé d'être allé un peu vite sur la fin. J'espère que tout ceci était clair, et puis au besoin, on peut en discuter. Merci, monsieur Claude-Olivier Doron. Bien. Alors, je ne crois pas qu'on ait entendu le jet lag. C'est ça, vous étiez jet lagué. Au contraire, je pense que vous nous avez tenus bien réveillés. Je vais maintenant vous demander, je vais vous passer le micro et puis je vous laisse réfléchir à vos questions et puis je vais passer le micro à ma collègue Julie qui va vous le faire passer à son tour. Si vous avez des questions pour monsieur Doron, puis après nous passerons dans un second temps aux questions de la salle Charline Picon. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Tout d'abord, merci pour l'exposé. J'aurais voulu avoir votre point de vue sur justement peut-être les politiques plus récentes, entre 60 et à partir des années 60, et peut-être justement dans cette optique d'économie permanente, de transfert de richesse, comment peut-être, en tout cas de mon point de vue, on se retrouve dans une injonction paradoxale entre promouvoir une santé mentale avec, en termes de moyens, une dépossession de plus en plus systématique. Merci. Merci. Je réponds tout de suite. On prend quelques... ouais. Alors, en fait, mon point de vue, il est assez simple. En fait, si vous avez suivi ce que je disais, l'une des caractéristiques de ce type de politique, c'est finalement de ne pas intervenir sur les transformations, sur les conditions matérielles d'existence, mais beaucoup plus de chercher à intervenir sur le rapport des individus à ces conditions matérielles. Bon, si vous prenez les évolutions économiques qui ont eu lieu à partir des années 80, de facto, comme vous le savez, avec la formule justement de Margaret Thatcher, « There is no alternative », il y a une forme de démission, voire plus que de démission, du politique pour chercher à intervenir profondément pour transformer les conditions politiques et économiques dans tout un ensemble de secteurs, voire même, pour être plus précis, ce n'est pas simplement une démission, c'est même une volonté de produire de la précarisation, etc. Bon. Dans ce cadre-là, il est évident que l'intervention en termes de santé mentale est relativement commode, parce qu'elle peut se faire à beaucoup moindre coût. Finalement, vous pouvez intervenir en mettant en place des dispositifs d'écoute, de dépistage, etc., voire des médicaments, enfin tout ce que vous voulez comme ça. Mais c'est en fait, comme vous le dites, une forme d'injonction paradoxale qui est produite dans un cas comme ça. Puisque d'un côté, on va chercher à intervenir sur ces états affectifs, mais sans jamais donner les moyens d'intervenir sur les causes réelles qui produisent ces états affectifs. Et je pense, objectivement, que si vous prenez la plupart des secteurs dans lesquels interviennent les professionnels de santé mentale, ils se heurtent perpétuellement à ça. Et c'est profondément ingrat pour eux, au premier chef, et extrêmement violent pour eux, au premier chef. C'est-à-dire qu'ils se heurtent, me semble-t-il, effectivement, à une forme d'injonction paradoxale, mais cette injonction paradoxale, moi, je ne la vois pas comme une injonction paradoxale. Je la vois comme quelque chose qui est intimement lié. Ça ne tient pas complètement du hasard. C'est un peu comme dans un autre domaine. Vous savez peut-être que depuis quelque temps, la grande mode est au développement des dispositifs éthiques à l'intérieur des hôpitaux, par exemple. D'accord ? Ces dispositifs éthiques à l'intérieur des hôpitaux, ils sont très beaux, mais en même temps, vu la destruction systématique du système hospitalier public, en termes de moyens, de ressources, etc., les dispositifs éthiques en question, en réalité, ils n'ont aucun effet. Hein. Ils sont juste là comme une forme de pansement sur une jambe de bois. Bon, c'est un peu le même type de question qui se pose ici. Ce que je voulais juste, ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'il n'y a pas de doute
qu'à partir des années 80-90, ce mouvement s'amplifie de manière massive en lien avec les politiques néolibérales au sens un peu vague qu'on peut attribuer à ce terme, mais qui renvoie à des réalités assez précises. Par contre, j'insiste sur le fait qu'il est en fait beaucoup plus ancien. C'est-à-dire que dès les années 40-50, ce type de fonction liée au dispositif de santé mentale est présente. Elle est présente dans ce qu'on appelle à l'époque la construction du compromis keynésien, qui consiste à dire, bon ben voilà, on va effacer les contradictions entre capital et travail en essayant de faciliter une forme d'harmonie. Et cette harmonie, ben, elle va de pair avec l'investissement dans une logique de santé mentale. Oui, alors, je sais pas, je me lève. Concernant ce que vous venez de nous exposer, là, est-ce que vous ne pensez pas que justement à partir des années 90, il y a un glissement en fait vers des dispositifs en fait qui sont plus centrés sur la gouvernance, on va dire sociale, que sur une réelle prise en compte en fait du malaise, de la souffrance. Alors évidemment avec comme critère majeur qu'il ne faut pas transformer les conditions, donc ni conditions de travail, ni conditions d'études, etc. Mais en même temps, ce à quoi on assiste dans la période récente, c'est une multiplication en fait de prise en charge des dispositifs par des acteurs qui ne sont pas psychologues, avec un recul dans le temps de l'accès aux psychologues ou aux psychiatres, puisqu'on est dans une situation quand même de grandes difficultés par rapport à la présence de ces professionnels sur le terrain. Et donc, est-ce qu'on n'est pas davantage en fait dans une logique, je dirais pas jusqu'à pacification, mais enfin adaptation et faire en sorte que les choses se passent au mieux sans véritablement s'intéresser à ce que vivent nos adolescents, par exemple, qui sont aux prises avec la souffrance et les difficultés provoquées dans l'école, mais qu'on n'a pas véritablement les moyens de traiter, quoi. Alors, sur cette question, je dirais ce serait commode de le penser comme ça et rassurant. Dans la mesure où ça consisterait à opposer d'un côté quelque chose qui serait de l'ordre de ce que vous appelez la gouvernance sociale, ce qu'on pourrait appeler le contrôle social ou des choses comme ça, et de l'autre côté tout le développement de dispositifs authentiques de soins, de prise en charge des personnes en lien avec leurs souffrances psychiques, etc. Le problème, c'est que, à mon avis, cette opposition, elle fonctionne assez mal dans la mesure où la plupart des dispositifs dont on parle se sont développés et de facto font de manière extrêmement forte sur la prise en charge de la souffrance. En réalité, jamais depuis les années 80-90, on a autant parlé de la prise en charge de la souffrance. Je peux vous assurer que si vous regardez dans les années 50, 60, 70, on s'en fout littéralement de la problématique de la souffrance. Ce qui par contre pose question, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, c'est des questions autour du travail social, de l'intervention sociale, etc. À partir d'un certain moment, bon, il y a un travail assez connu, par exemple, enfin des travaux assez connus d'anthropologues comme Didier Fassin et Richard Reichmann qui l'ont bien montré, on a une démultiplication de la mise en place de dispositifs qui visent à prendre en charge la souffrance avec des dispositifs d'écoute, etc. Dans un autre domaine, qui est celui que je maîtrise assez bien, qui est lié à la question de la psychiatrie en milieu pénitentiaire, on n'a jamais eu autant d'injonctions à devoir se soigner en prison, etc. Il faut prendre en compte au sérieux le fait qu'en fait, ces discours sur la prise en charge de la souffrance, sur la nécessité de mettre en place des dispositifs de soins, etc., ils accompagnent profondément les évolutions que je vous décris. Ils ne sont pas... Évidemment, on peut toujours dire, en fait, c'est un faux-né. Et en particulier, et en partie, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à côté de ça, on ne donne pas les moyens aux professionnels d'agir effectivement par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a un danger à
tenir un discours qui consisterait à dire d'un côté, il y a une évolution en termes de contrôle social et de l'autre côté, il y aurait quelque chose d'idéal qui serait la prise en charge authentique de la souffrance, du soin. Dans les faits, les deux vont vraiment de pair et en fait, un peu, mon propos va pas mal dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en réalité, historiquement, ils marchent un peu la main dans la main, aux dépens de tout un ensemble d'autres approches possibles qui existeraient. Et c'est sur celle-ci, moi, que je voudrais insister beaucoup plus profondément. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je pense qu'il faut être plus prudent sur cet argument, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas pleinement d'accord avec vous sur le fait que ce qui est certain, c'est qu'en plus, les moyens ne sont pas donnés, même pour répondre à ce type de demande. Hein. Oui, bonjour. Je voulais savoir justement, alors j'étais en train de me dire, finalement, depuis l'Assemblée générale hier, le fait qu'on ait moins de moyens, nous, est-ce que ce n'est pas finalement un bon signe? Je ne sais pas. Je voulais savoir si vous aviez des exemples de tentatives de subversion de ça. Quand vous parliez de la prise en charge de la souffrance dans l'inter-individualité, je pensais au programme phare dans l'école où on se centre vraiment sur comment le harcèlement, mais on évacue effectivement totalement la question politique de qu'est-ce qui se passe et pourquoi nos établissements scolaires aussi génèrent ça. Est-ce qu'il y a des exemples de professions ou de partis de profession ou d'initiatives très locales, ponctuelles, tout en répondant à ces injonctions ou d'y participer? Est-ce qu'il y a des tentatives comme ça qui ont trouvé une espèce de réponse un peu subversive? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bon, d'abord, je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à ce que j'ai dit avant. L'une des caractéristiques, par ailleurs, c'est qu'en plaçant, une fois de plus, les professionnels de la santé mentale dans une situation où, d'un côté, on leur fait ce type de demande et d'un autre côté, on ne fournit pas les moyens pour répondre à ces demandes, on crée une autre forme de souffrance en plus qui est celle des professionnels eux-mêmes. Et ça, c'est évidemment un élément essentiel. Quant à votre remarque sur la question de la réduction des moyens, j'aurais envie de dire, si cette réduction des moyens était accompagnée d'une augmentation folle des moyens et de réorganisation en profondeur des politiques éducatives et surtout dégager des moyens massifs pour pouvoir investir de manière massive dans l'école, etc., ce serait effectivement une bonne nouvelle, d'accord? Parce que j'ai envie de vous dire, les professionnels de la santé mentale, on pourrait souhaiter que justement ils disparaissent parce que précisément les problèmes structurels, eux, auraient été résolus. On peut toujours rêver, vous voyez, mais malheureusement on sait tous que ce n'est pas du tout le cas et que ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle que vous aussi vous soyez touchés par la baisse des moyens. À mon avis, ça a traduit quelque chose qui est un phénomène extrêmement net, qui est le fait qu'on est dans un processus de violence sociale de plus en plus forte et où même le fait de poser la question des souffrances devient lui aussi secondaire. Ouais. Il y a une époque où, en fait, l'argument de la souffrance était très fort pour porter des leviers politiques. Aujourd'hui, même celui-là n'intervient plus. D'accord ? Ça n'intéresse plus beaucoup grand monde. Et donc, ça me permet de répondre à votre question. Oui, je pense que, par exemple, tous ceux qui sont inscrits dans la santé communautaire et qui interviennent auprès, par exemple, des migrants ou des personnes en grande précarité, ont su souvent subvertir ce type de dispositif qui, je le signale, hein, qui, sur un certain nombre de domaines, obtient pas mal de fonds, y compris des fonds de l'Union européenne, etc., ont su subvertir ces dispositifs pour les transformer en des dispositifs de combat, de lutte, de revendication et d'obtention de moyens sociaux. C'est très très clair. Il y a tout un ensemble d'associations qui interviennent auprès des migrants qui ont su très très bien jouer sur ce genre de cartes. Et par exemple, le travail que moi j'avais fait à Marseille avec Médecins du Monde pour les personnes en grande précarité avec des troubles psychiatriques était un peu du même ordre. Le seul piège, et qui était très sensible par exemple dans mon cas, c'est qu'il fallait adopter le langage de la santé mentale. Et donc ça faisait quoi, par exemple? Dans le cas très spécifique qui m'intéressait, ça faisait que, alors même que le besoin de réduire les incarcérations pour tout un ensemble de publics et de mettre en place des dispositifs de ce qu'on appelle en anglais « jail diversion », d'alternatives aux incarcérations, est fondamental. Et qu'on sait qu'il y a des publics qui vont en prison de manière récurrente pour de très mauvaises raisons.
D'accord ? Il fallait que ça soit malgré tout formulé dans le langage de la santé mentale. Et donc, ça voulait dire qu'on ne ciblait que certains publics, les publics qui présentaient des troubles psychiatriques, d'accord, aux dépens d'autres types de catégories. Il y a tout un ensemble de personnes qui se retrouvent de manière récurrente aux prisons, qui n'ont pas nécessairement de troubles psychiatriques. Et toutes ces personnes-là, on ne pouvait pas porter le même type de dispositif. Voyez. Donc, mais ça, c'est de la stratégie. Il faut savoir jouer avec, effectivement subvertir. Mais il y a pas mal d'exemples, effectivement, comme ça. Merci. Oui, on a quelques questions pour nos collègues qui sont dans la salle Picon. Je vais essayer on en a plusieurs, mais qui vont dans le même sens, des remarques et des questions. Donc pour moi, je vois deux questions générales. Bon, d'abord, beaucoup rebondissent et approuvent cette vision qui est que finalement, le politique crée le gouffre entre les acteurs de santé mentale qui ont accès aux soins, aux associations, aux compétences psychosociales et donc créer le gouffre entre ces acteurs et les désaffectés, les déplacés qui, eux, ne peuvent pas être acteurs parce qu'ils sont trop loin des dispositifs. On peut même souligner un aspect presque pervers, finalement, à considérer que c'est la politique qui crée la violence, le chômage, l'exclusion, les problèmes de logement et qui demande aux fonctionnaires de gérer cette violence. Il y a une référence au rapport Civis, qui est la commission indépendante sur l'inceste et les violences, que je ne connais pas bien. Donc on parle finalement d'un premier rapport arrêté, pas d'écoute des victimes, et ensuite d'un deuxième rapport qui parlerait qui installerait en gros la culture de l'inceste en France. Hein. Donc forcément, ça génère de la santé mentale qu'il faut également traiter. Une déclinaison pour nous les psy-EN, puisque l'inclusion des élèves notifié MDPH dans les écoles, la suppression des IME, donc cet accueil finalement est porté notamment sur les psy-EN, parce qu'on demande de gérer finalement les effets qui consisteraient finalement à fermer des établissements pour certains élèves. D'autres questions apparaissent en même temps, donc j'essaye de ne pas perdre le fil. Voilà, une remarque d'une collègue qui dit: ceci étant dit, il ne faut pas être dupe de ces écueils, mais notre rôle en tant que psychologue n'est pas d'adapter le sujet à sa situation, mais de l'aider à s'y repérer et à la modifier. J'en arrive donc à une question. Finalement, compte tenu de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, petite note d'humour, 100% d'accord avec l'analyse de Gori que vous avez citée, mais quid après le constat? Est-il proposé de faire de la poésie et finalement de manière plus pragmatique? Quelle piste de travail verriez-vous pour inverser cette tendance aujourd'hui? En gros, quelle serait la marge de manœuvre possible, la faille, l'interstice la plus pertinente pour craqueler le discours et agir ensuite de façon plus pertinente sur le terrain? Ça, c'est donc la première question. Il y en a une deuxième, c'est sur le rapport One Health, juste après. Alors, je vais répondre sur la question sur les pistes qui étaient indiquées. Et alors, moi, je ne suis pas d'accord, je le précise, avec l'analyse de Gori en tant que telle. Hein. Donc, mais par contre, je pense que... donc je ne sais plus qui disait il ne faut pas être dupe, mais en même temps notre rôle c'est d'aider la personne alors je ne sais plus comment c'était dit, à s'adapter pour accompagner, pour modifier. En fait, à mon sens, l'une des solutions c'est justement de réinjecter, alors c'est compliqué, parce que ce n'est pas nécessairement votre fonction, mais c'est de réinjecter du politique dans l'affaire. C'est-à-dire... moi, mon argument central dans ces cas-là, c'est de dire que l'une des manières de convertir ce qui sont des souffrances effectives, réelles, auxquelles vous vous confrontez, en outils de lutte, c'est précisément de faire apparaître aux personnes qui sont confrontées à ces difficultés les choix politiques, économiques et divers qui font qu'ils se retrouvent dans ces situations de mal-être. Convertir tout un ensemble de souffrance mentale en énergie nécessaire
pour transformer les choses politiquement, ça me semble relativement important, notamment dans le cadre où, malheureusement, une bonne partie des jeunes aujourd'hui ne voient plus un sens clair à l'action politique. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, est-ce que c'est la fonction, par contre, des psychologues en milieu scolaire? C'est compliqué. Je pense que là, moi, je parle avec un regard un peu extérieur par rapport à ça. Par contre, leur donner les moyens, à minima, justement, de réfléchir là-dessus et de se, entre guillemets, je déteste cette notion, mais de se conscientiser ou de réfléchir un petit peu sur ces questions, ça peut être un rôle qui peut être important. Voilà, il me semble que derrière, il y a quand même un problème de fond. Si là, on se parle dans la question de la jeunesse, c'est que de facto, la politique est massivement tenue par des gens qui ne s'intéressent pas beaucoup aux problèmes des jeunes, d'accord, pour des raisons structurelles, historiques, et il suffit de regarder la composition de l'Assemblée nationale pour s'en convaincre qu'une seule seconde, en fait. Voilà. L'autre question plus rapide, puisque là, je n'ai pas besoin de la reformuler. Donc, bonjour et merci pour cette historique. Il manque l'approche récente One Health et ses déclinaisons énoncées par l'OMS en 2022, qui met l'accent sur la responsabilité des États et l'impact des aspects sociétaux. Que faites-vous de l'universalisme? Ah, ok. Donc, que faites-vous de l'universalisme auquel tend cette approche et la nécessité de prendre en compte toutes les diversités géopolitiques et culturelles? Bonne question, parce que l'universalisme auquel tend cette approche, je ne sais pas exactement ce qui est derrière cette idée-là. Par contre, c'est vrai que l'OMS a beaucoup évolué ces dernières années, en insistant beaucoup plus effectivement sur les politiques structurelles. Et ça s'explique pour une raison assez simple, à vrai dire, c'est que ce sont désormais ce qu'on appelle un peu, de manière un peu abstraite, les pays du Global South, qui détiennent des postes assez importants à l'OMS et qui ont beaucoup plus insisté sur un certain nombre de phénomènes qui sont liés à des inégalités structurelles et dans lesquels les États peuvent intervenir de manière massive. Je ne sais pas où est l'universalisme en jeu dans cette affaire, mais par contre, ce que je pense, c'est que la politique, le tournant politique de l'OMS de ces derniers temps a au moins pour effet positif de fournir un certain nombre de référentiels et d'orientations qui permettent de donner des outils critiques aux citoyens dans tout un ensemble d'États pour critiquer les problématiques qui se posent dans ces États-là, en matière de santé mentale, comme d'ailleurs en matière de politique plus générale de santé publique. Voilà, je dirais plutôt les choses comme ça. Je crois qu'on peut le remercier beaucoup encore une fois. Merci beaucoup, Monsieur Doron. Et deux choses. La première, il reste des places sur quelques ateliers. Madame Rémermier propose des places supplémentaires parce qu'elle a un amphi qui est assez grand. Donc, n'hésitez pas à retourner sur le lien, sur le formulaire qu'on vous a transmis par mail. Demandez à vos collègues si vous ne le trouvez plus. Mais allez vous inscrire, il reste des places sur quelques ateliers. Et très important, nous ne commencerons pas en retard cet après-midi, Madame Romano étant à distance. Et il commencera sa conférence à 13h30 pétante et nous n'attendrons pas, désolé vraiment. Donc soyez là à 13h20 si vous voulez être tranquille, avoir une place. Et je vous dis bon appétit.